Le journal de 7h. Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 4 personnes, dont 2 enfants, toujours hospitalisés en urgence absolue au lendemain d'un accident de petit train touristique à Ajaccio. 18 blessés au total, aucun pronostic vital engagé. Selon les premiers éléments, le manque de prudence du conducteur pourrait être à l'origine du drame. En tout cas, Antoine Bienvaux, l'enquête est ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires. Oui, le train roulait sur une route côtière à l'ouest d'Ajaccio avec à son bord 56 touristes lorsque la machine s'est renversée dans un rond-point, projetant tous ses passagers au sol. Plusieurs d'entre eux ont été écrasés par le poids du véhicule qui leur est littéralement tombé dessus. Un accident inédit qu'a évidemment suivi avec attention le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia. Il semblerait en fait que le train il a pris un itinéraire qui n'était pas prévu. Il a tourné à un rond-point qui n'était pas le parcours usuel de ce petit train et visiblement il y a eu un effet de bascule et qui a fait que le train s'est renversé. Je crois que c'est le dernier wagon qui a fait vriller, on va dire, l'ensemble du véhicule et il s'est renversé. Donc, c'est très surprenant. Est-ce qu'il est question de vitesse? Ça a été abordé. Là, il y a une enquête en cours, donc on en saura plus ces prochaines heures. Immédiatement après l'accident, 70 pompiers, 4 médecins et 25 personnels du SMUR ont été dépêchés sur place. L'hôpital d'Ajaccio a même déclenché son plan blanc pour prendre en charge les nombreux blessés. Le conducteur du train, âgé de 70 ans, a lui été placé en garde à vue. Antoine Bienvaux, une employée d'une école maternelle de Vic-la-Gardiole dans l'Hérault, vient de passer sa première nuit en prison. Cette femme de 59 ans est mise en examen et écrouée pour viol et agression sexuelle sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Des faits qui se seraient produits tout au long de l'année scolaire écoulée. Le très redouté droits de douane américains n'entreront finalement pas en vigueur aujourd'hui, mais le 7 août, jeudi prochain. Un délai supplémentaire pour laisser les différents services s'organiser. Le décret a bel et bien été signé cette nuit par Donald Trump. Ces surtaxes s'échelonnent entre 10 et 41% selon les pays. Les produits européens sont taxés à 15%. L'espoir d'un apaisement durable aura tourné court en Nouvelle-Calédonie. Le 12 juillet dernier, indépendantistes et loyalistes signaient un accord avec le gouvernement après plusieurs jours de négociations à Bougival, près de Paris. Il prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie dans la République. Mais depuis, chaque camp est revenu sur l'archipel et la branche la plus radicale du FLNKS veut faire marche arrière, Alexis Bourdon. Oui, le Front de Libération Nationale kanak et socialiste devrait rejeter finalement l'accord de Bougival qui dessinait les contours d'un État de Nouvelle-Calédonie. Pour le FLNKS, cet accord ne respecte pas les fondamentaux de la décolonisation. L'Union calédonienne, la principale composante du rassemblement indépendantiste, a d'ores et déjà acté en interne le rejet formel du texte. Une situation qui inquiète Marie, la Calédonienne de 62 ans, souhaite avant tout que l'archipel reste français. Comment faire vivre une île si petite sans l'aide de la France? On peut pas. Comment on va vivre? Qui va payer nos retraites? Qui va payer nos salaires? Financièrement, on n'est pas autonome. C'est pas possible. D'autres Calédoniens avec lesquels j'ai pu échanger me confiaient leur crainte de voir cette situation tendue s'enliser. Le FLNKS doit se décider sur une position à adopter lors d'un congrès prévu la semaine prochaine. En cas de rejet total de l'accord, la Nouvelle-Calédonie sera une fois de plus plongée dans l'inconnu. Alexis Bourdon, et on rappelle qu'une vague de violence avait fait 14 morts, dont 2 gendarmes l'année dernière en Nouvelle-Calédonie. Bruno Retailleau va porter plainte contre une députée, la France Insoumise, après des propos tenus sur les forces de l'ordre dans une émission de radio cette semaine. L'élu du Val d'Oise estimait que beaucoup de victimes de discrimination n'osaient pas aller porter plainte en raison, je cite, d'un racisme généralisé dans la police. Propos inacceptables pour le ministre de l'Intérieur qui promet de ne rien laisser passer. Europe 1 matin, il est 7h04. Plusieurs changements ce 1er août. Et quelques mauvaises nouvelles. D'abord, la hausse spectaculaire de la TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité. Elle passe de 5,5 à 20%. Autre coup dur, la baisse du taux du livret A de 2,4 à 1,7%. Mais Barthélémy Philippe, ce n'est pas une surprise pour les Français qui se sont préparés à cette chute sur fond de ralentissement de l'inflation. Oui, même si le livret A reste le placement populaire par excellence, les Français ont en partie anticipé la baisse de taux. La collecte du livret A et de son petit frère, le LDDS, est tombée à 500 millions d'euros en juin contre près de 2 milliards d'euros un an plus tôt. D'autres placements profitent de ce relatif désengagement, comme l'explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. L'assurance vie, c'est le premier produit qui bénéficie de la baisse de l'épargne réglementée dans un contexte de forte épargne. Donc
les Français mettent de l'argent de côté, un peu moins sur le livret A, plus sur l'assurance vie. Les chiffres en témoignent. Au premier semestre, les Français ont déposé un montant record de 98 milliards d'euros sur leur assurance vie. Un placement judicieux selon Philippe Crevel, en complément de l'épargne de précaution du livret A. Au-delà des 2-3 mois de revenus de réserve, il vaut mieux placer à moyen et long terme. Si on investit sur des supports unités de compte pour l'assurance vie, on aura des revenus plus importants que sur le livret A. En fonction de la répartition entre les fonds euros sur lesquels le capital est garanti et les unités de compte, c'est-à-dire les placements en actions, le rendement annuel des contrats peut aller de 3 à 8%. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Parlons maintenant des indésirables de l'été, les moustiques. Et au-delà des démangeaisons et des bruits très agaçants en pleine nuit, certaines maladies peuvent être transmises principalement par les moustiques tigres. Une quinzaine de cas autochtones de chikungunya détectés depuis le début de l'été en France métropolitaine. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine où la prudence est de mise. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. On est, c'est vrai, infecté là de moustiques. Les piqûres, les démangeaisons, cet été encore, le moustique tigre pourrit le quotidien de ses habitants de l'agglomération bordelaise, d'autant que l'insecte constitue un vecteur redoutable, pouvant transmettre des maladies comme le chikungunya ou la dengue notamment. C'est pas comme si c'était une petite grippe. Forcément, on fait attention, ouais. On achète plus de produits anti-moustiques. Alors le moustique ne peut transmettre le virus du chikungunya par exemple, maladie tropicale, que s'il a piqué une personne déjà infectée. Le docteur Karim Tararbi de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Le moustique tigre, il ne devient pas infectant tout seul. Il faut qu'il y ait à l'origine un cas, très probablement un cas importé, qui revenait d'une zone de circulation. Il faut se protéger quand on part en séjour dans une zone à risque, où on sait qu'il y a ces virus qui circulent. Se protéger contre les piqûres de moustiques sur place, les vêtements longs, dormir sous une moustiquaire, c'est l'utilisation de répulsifs. Et au retour, c'est aussi dans les 15 jours qui suivent, continuer ces mesures de protection, même si on n'a pas de symptômes, et a fortiori si on a des symptômes. Dans son dernier bulletin, Santé publique France recense 19 épisodes de transmission autochtone dans l'Hexagone, chikungunya, dengue, en PACA, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et pour la première fois dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Déjà du monde sur les routes. Ce vendredi, bison futé voie rouge dans le sens des départs sur un large quart nord-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens débute ce soir. Demain, drapeau noir pour les départs sur tout le territoire. Et quelles recommandations, quelles sont les prudences à prendre en ce week-end de chassé-croisé, le week-end le plus chargé sur les routes de France? Nous poserons ces questions à notre invité juste après le journal. La déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute sera en direct avec nous. Et s'il existait encore un doute, il n'y en a plus aucun depuis hier. Léon Marchand est un extraterrestre. Après avoir battu le record du monde sur la distance mercredi, le nageur français a sans surprise écrasé la concurrence en finale du 200 mètres 4 nages hier au championnat du monde de natation à Singapour. Le Toulousain a maintenant 2 jours pour récupérer avant de se lancer dimanche sur les 400 mètres 4 nages. Pour l'ancien nageur Alain Bernard, double champion olympique, Léon Marchand repousse tout bonnement les limites du possible. Ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il ouvre un champ des possibles et il montre à beaucoup de monde que c'est possible d'enchaîner des courses complètement antinomiques entre un 200 papillons et un 200 brasses au plus haut niveau, à quelques minutes, heures d'écart. Et ça, c'est quelque chose qui était dans l'inconscient collectif, quelque chose d'impossible à réaliser. Donc, c'est ça qui est inspirant en fait dans ce qu'il nous montre, au-delà du chrono en tant que tel ou sur cet aspect technique, c'est montrer que le catenage c'est important. Et ça, c'est très important pour nos jeunes aussi qui sont dans nos clubs, de ne pas s'hyper spécialisé à 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais de savoir maîtriser ces 4 nages. C'est génial qu'il en soit un modèle pour toute cette génération, Léon. Alain Bernard, ancien nageur, double champion olympique, interrogé pour Europe 1 par Charles Bouchin. Merci Maël pour votre journal à 7h.